Benjamin, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, vous pronostiquiez un Brent à 80-85 $ le baril d'ici fin 2018 et un WTI aux alentours de 75-80 $. Bon, on est tout proche, autant dire que vous avez eu raison. Et vous disiez aussi, la dernière fois qu'on s'était vu, le Brent à 100 $ le baril en 2019, j'y crois. Vous y croyez encore ? On y croit toujours, Vincent. En fait, la principale question, c'est qu'est-ce qui pourrait empêcher le Brent d'aller toucher ce niveau des 100 $ l'année prochaine? Qu'est-ce qui pourrait le pousser à baisser? En réalité, il n'y a pas grand-chose, parce que quand on regarde les contraintes auxquelles est soumise aujourd'hui la production pétrolière, il y a énormément de raisons de s'inquiéter. On a le Venezuela, on en avait déjà parlé, on en reparlera peut-être. On a également l'Iran aujourd'hui qui est tout proche d'être sous sanction. Et puis surtout, on a un problème plus important qui nous avait fait prédire dès 2016 la montée des prix du pétrole, c'est le manque d'investissement dans le secteur du pétrole conventionnel qui va commencer à se faire sentir réellement à partir de 2020, le marché ayant toujours un peu d'avance. A priori, à partir de 2019, on devrait commencer à en ressentir les effets. Alors j'aimerais qu'on revienne à la situation du Venezuela et de l'Iran, parce qu'en effet, ce sont deux pays cruciaux dans la production de pétrole, en tout cas dans pas la pénurie, mais le manque d'offres aujourd'hui. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, vous nous disiez, finalement, la production au Venezuela a chuté assez sensiblement. On est passé de 2,4 millions de barils jour en 2017 pour tomber à 1,6 million de barils. Ça, c'était il y a quelques mois. Je crois qu'on est en deçà de ce niveau maintenant. Tout à fait. Aujourd'hui, on se situe aux alentours de 1 350 000 à 1 400 000 barils jour, ce qui veut dire qu'on a encore perdu 200 000 barils. Et quand on regarde la situation au Venezuela aujourd'hui, on ne voit pas les choses s'arranger, même si le gouvernement essaye de dire un peu l'inverse et est très optimiste. La plupart des spécialistes aujourd'hui s'attendent plutôt à voir la production continuer à baisser pour atteindre peut-être le million de barils en fin d'année, ce qui rendra le challenge encore plus difficile pour équilibrer l'offre et la demande. Du côté de la production iranienne, on s'attendait à une baisse comprise entre 300 000 et 800 000 barils jour, mais je crois qu'on est encore plus pessimiste aujourd'hui. Oui, les choses se sont sérieusement gâtées. Les États-Unis ont un discours plus dur que jamais vis-à-vis de l'Iran. Très agressif. Et très agressif, et notamment font beaucoup de lobbying auprès des pays qui importent du pétrole iranien. Lors des précédentes sanctions, il y avait eu des autorisations pour mettre du temps à se mettre en ligne et réduire ces importations. Cette fois-ci, le ton est très dur et demande un arrêt immédiat. Et on voit un certain nombre de pays sur lesquels on pensait qu'il y aurait une marge de négociation, comme l'Inde notamment, annoncer des très forts reculs de leurs importations. Elles ont déjà commencé, mais on a même vu des compagnies indiennes qui ont à leur capitale des compagnies iraniennes annoncer qu'elles allaient totalement arrêter de raffiner du pétrole iranien. Donc on a plus probablement une baisse de la production, enfin de la baisse des exportations pétrolières iraniennes qui devrait se situer plutôt entre 1 million et 1 500 000 barils par jour. Mais est-ce qu'on ne s'inquiète pas exagérément, Benjamin, étant donné que l'Arabie Saoudite et la Russie prétendent qu'elles pourront compenser le manque de production du Venezuela et de l'Iran? Alors, ce n'est pas si simple que ça, Vincent. D'abord parce que la demande continue à augmenter. Cette année, on a franchi pour la première fois la barre symbolique des 100 millions de barils par jour de consommation, avec une hausse de la consommation de l'ordre de 1 600 000 barils. Et on s'attend déjà pour l'année prochaine à une hausse de la consommation qui pourrait osciller entre 1,4 million et 1 600 000 barils par jour. Donc la demande continue à augmenter. Côté offre, effectivement, l'Arabie Saoudite et la Russie se veulent rassurants, mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est que l'Arabie Saoudite est un peu liée par ses engagements dans le cadre de l'OPEP. L'OPEP est un rassemblement de pays qui doit décider d'un commun accord des augmentations ou des réductions de production. Et aujourd'hui, l'Iran étant au banc des exportations mondiales, voit d'un très mauvais œil que l'Arabie Saoudite veuille s'arroger le droit de reprendre en quelque sorte ses parts de marché et lutte de tout son poids contre cela. On l'a bien vu d'ailleurs lors de la dernière réunion à Alger ce week-end autour de la thématique pétrolière. Il n'en est pas ressorti grand-chose parce que l'Arabie Saoudite est dans une situation un peu compliquée. La deuxième chose, c'est que l'Arabie Saoudite nous dit pouvoir augmenter considérablement sa production, mais elle avait avant l'été pris l'engagement d'augmenter sa production d'1 million de barils. Elle produisait à l'époque à peu près 10 millions 200 ou 10 millions 300 000 barils. On a vu effectivement sa production en juillet augmenter à 10 millions 6, mais en août, elle est retombée à 10 millions 4. Donc la question, c'est ont-ils cette capacité à augmenter réellement leur production
sur une période soutenable? Est-ce qu'ils disposent de ce qu'on appelle les spare capacities, les capacités excédentaires de production, qui sont très définies, qui disent qu'il faut pouvoir, pendant une période soutenue et dans un délai bref, pouvoir augmenter la production? Aujourd'hui, on n'en a pas la certitude. L'Arabie Saoudite l'a redit ce week-end, mais ça reste à prouver, sachant qu'en plus, une partie de ce pétrole est un pétrole lourd et très soufré, qui est un pétrole qui n'intéresse pas beaucoup le marché. Après, il y a la Russie. J'allais vous le dire. La Russie a aussi une petite marge de progression, mais qu'on estime, je vais dire aujourd'hui, aux alentours de 300 000 barils par jour d'augmentation de production rapide. Et donc, si on avait la croissance de la demande que l'on attend, si l'on avait en même temps les contraintes que l'on attend sur le Venezuela et sur l'Iran, il n'est pas dit que l'Arabie Saoudite et la Russie pourraient, à elles seules, rééquilibrer le marché, d'autant qu'on a un autre problème qui se pose à plus long terme, qui est le problème des investissements. Alors, le problème des investissements, on va y venir. On rappelle qu'en gros, on a ce phénomène de déplétion naturelle qui veut qu'à isopérimètre de production, en fait, on produit 5% de moins chaque année. Oui, c'est à peu près ça. Pour faire très simple, un puits de pétrole, c'est quoi? C'est une poche qui est sous terre, donc sous pression. Vous mettez une paille dedans. Comme il y a de la pression, le pétrole remonte dans la paille. Plus le pétrole remonte, moins il y a de liquide dans la poche et donc la pression de la poche diminue, donc il y a de moins en moins de pétrole qui remonte, c'est ce qu'on appelle la déplétion naturelle. Alors vous pouvez contrer ça avec un certain nombre de phénomènes, en injectant de l'eau, en injectant de la vapeur, mais ça a un coût. Et compte tenu de la baisse des prix du pétrole qu'on a connue ces dernières années, eh bien un certain nombre de sociétés ont arrêté ce type d'investissement. Et donc la déplétion naturelle n'est pas combattue. Il faut, pour combattre la déplétion naturelle, estimer l'OPEP à fin 2015, investir 630 milliards de dollars par an. On a investi depuis maintenant presque 4 ans, parce que 2018 n'échappe pas à la règle, à peu près 450 milliards. Donc il manque à peu près le tiers des investissements depuis 4 ans. Donc on va créer un goulet d'étranglement fatalement. C'est ça, et puis ce sont des investissements à 4 à 5 ans, ça veut dire qu'on va commencer à en voir les effets, et même si on réinvestit aujourd'hui, ça va mettre du temps à se voir dans le marché. Vous avez tordu la dernière fois qu'on s'était vu allègrement le cou à un truisme qui veut que finalement tout ça ne soit pas très grave puisqu'on a le pétrole de schiste à disposition. Et vous nous avez expliqué que oui, on a du pétrole de schiste, mais qu'il est principalement disponible dans le bassin permien aux États-Unis, qu'ailleurs la production stagne, ou en tout cas n'a pas retrouvé ses niveaux. C'est le pic de 2015, oui. C'est le pic de 2015. Et que, de surcroît, on n'avait pas les infrastructures nécessaires à la bonne circulation de ce pétrole un peu partout, là où on en a besoin. C'est en tout gros, à fait que ça. là, on a aussi des goulets d'étranglement plutôt sévères, puisqu'on n'a pas assez de pipeline, que on n'a pas assez non plus de chauffeurs pour les camions citernes. Oui, on est à 250 000 $ l'an par... 150 000 $, c'est déjà bien. Ce qui est déjà très très bien pour un métier qui est relativement peu qualifié, soi-disant. Donc, bon, du coup, on a un pétrole de schiste dont le prix ne monte pas, et donc des rentabilités qui sont relativement faibles par rapport au reste des pétroles. C'est ça. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on ne peut pas sortir ce pétrole de schiste du bassin permien, parce qu'on manque de capacité de pipeline, eh bien, il faut le transporter par chauffeur routier, par rail, ça a un coût beaucoup plus élevé. En plus, ce pétrole a une autre caractéristique un peu particulière, c'est qu'il est très léger. Or, une raffinerie préfère du pétrole un peu plus lourd pour avoir des meilleures marges. Donc, elle n'est pas forcément très demandeuse. Moralité, aujourd'hui, un baril de pétrole du bassin permien se vend à peu près 15 $ de moins qu'un baril de pétrole WTI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le pétrole WTI vaut 70 $, un baril de pétrole du bassin permien vaut 55 $. Aujourd'hui, on estime que 55 $ le baril, c'est à peu près le prix, tout compris, de revient d'un baril de pétrole de schiste dans le bassin permien, ce qui veut dire que ces sociétés ne gagnent toujours pas d'argent. Je rappelle que depuis 2008, quand on regarde les sociétés de pétrole de schiste dans leur ensemble pondérées par leur production, ces sociétés n'ont jamais gagné d'argent. Il y a donc un vrai problème de rentabilité qui va se poser pour savoir aussi si les investisseurs vont accepter de continuer à prêter de l'argent à ces sociétés, et ça sera un challenge de plus. Puis il y a un dernier challenge dont on parle assez peu, mais qui est assez amusant, entre guillemets, c'est que pour extraire ce pétrole, on a besoin d'une ressource très rare, c'est l'eau. Et aujourd'hui, quand on extrait un baril de pétrole dans le bassin permien, on en retire également 4 barils d'eau sale, dont on ne sait plus quoi faire. À cause de la fracturation hydraulique. Exactement, à cause de la fracturation hydraulique. Il faut arriver à trouver quoi faire de cette eau usagée. Et aujourd'hui, il y a des compagnies qui se montent aux États-Unis et ça rajoute encore au prix
de fabrication d'un baril, on parle d'un prix qui pourrait atteindre 6 à 9 dollars à un horizon de quelques années de coûts supplémentaires pour les producteurs de pétrole de schiste. Donc ça n'encourage pas l'investissement dans le pétrole de schiste. Exactement. Donc de ce côté-là, il ne faut pas attendre de bons et merveilles. Bon, le pétrole donc, semble sur de bons rails pour continuer à monter. La seule question qui se pose finalement, c'est est-ce que la croissance et donc la demande vont tenir? Puisque finalement la clé, elle est là. C'est ça. Et sur ce plan-là, on a aujourd'hui un peu d'inquiétude avec la problématique de la guerre commerciale qui s'est lancée entre la Chine et les États-Unis. C'est une vraie menace sur la croissance. Pour l'instant, le scénario, je dirais, central, c'est que la hausse de la demande l'année prochaine devrait se poursuivre. On parle, je le disais, d'une augmentation de la consommation d'1,4 million à 1,6 million barils par jour sur la consommation pétrolière. Mais si on devait avoir un ralentissement économique du fait de ces tensions commerciales, on pourrait bien évidemment, là, voir le prix du pétrole dérailler. Alors, il faudrait quand même que cette crise soit relativement grave et profonde. Pourquoi ? Parce que quand on regarde l'évolution des cours de la demande de pétrole au fil des années, on constate que finalement, il y a eu assez peu de périodes où la demande de pétrole a reculé. Il y a eu 73, premier choc pétrolier, 80, deuxième choc pétrolier, et 2008. Lors des autres crises financières qu'on a pu connaître, 2001, 98, 87... On n'a pas eu de contraction de la demande ? On a eu une stabilisation de la demande, mais pas vraiment de contraction. Voilà, donc il faut voir jusqu'où il faudra que les prix du pétrole montent pour pouvoir entraîner cette contraction. Nous, on estime que c'est plutôt aux alentours de 110 dollars, ou un ralentissement extrêmement profond de l'activité qui amènerait bien évidemment une baisse de la demande. Donc si on joue le pétrole, il faut surveiller la croissance et tous les indicateurs avancés. Benjamin, merci. Merci à vous.